Bonjour, bienvenue, très bonne année à toutes et à tous. C'est avec un réel plaisir que toute l'équipe vous souhaite une très bonne année 2017 avec beaucoup de bonheur. Et justement, le bonheur, c'est notre sujet, notre premier sujet de cette année. Et j'en parle avec des spécialistes dans un petit moment. Bonheur, mythe ou réalité, le bonheur serait en nous? Eh bien, les explications des spécialistes dans un petit moment. Et puis ensuite, on enchaînera sur ce qu'on fait beaucoup aussi dans Zitou, à savoir de la prévention. Nous allons parler des mauvaises utilisations des médicaments. Quel risque pour l'organisme avec Dr Yasmina Ahmarani. Elle est docteure en pharmacie. Je vous retrouve tous dans quelques instants pour les détails. À tout de suite. Eh bien, je commence bien sûr par leur souhaiter une très bonne année 2017. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. Pour les téléspectateurs, meilleurs vœux. Une année pleine de bonheur. Bonne année à tous. Merci aussi. Donc, le bonheur, mythe ou réalité, on en parle aux téléspectateurs avec vous. Rita Tahri, vous êtes psychothérapeute sophrologue à Rabat. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Rizlan Shraibi, vous êtes psychothérapeute, hypnothérapeute et vous êtes fondatrice de l'Institut de psychothérapie intégrative à Casablanca. Merci. Et Karim Kaderi, vous êtes formateur en motivation et bien-être et vous puisez votre savoir dans les neurosciences. Vous êtes installé sur Casa. Exact. Merci beaucoup. Allez, on y va. Une question que je vous pose à tous les trois, justement. Est-ce qu'on peut donner une définition du bonheur ou bien ça reste finalement trop personnel, trop subjectif? Je commence avec vous, Rita Tahri. Très bien. Alors c'est un concept sur lequel se sont penchés depuis toujours les philosophes, les sociologues et les psychologues. Et pour donner une définition très théorique de la chose, c'est un état durable de sérénité, de satisfaction, une sorte d'équilibre entre l'esprit et le physique, où il n'y a ni stress ni inquiétude. Mais ça, c'est pas possible. Alors oui, exactement. Alors ce n'est pas possible pour une raison simple. La raison simple pour laquelle on ne peut pas donner une définition du bonheur, c'est que ce bonheur va beaucoup dépendre des aspirations des uns et des autres, des moyens qu'on utilise pour y parvenir. Et vraiment donner une définition théorique, ça serait oublier la singularité de chacun. Chacun, absolument. Alors je peux vous dire qu'il y a peut-être 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et bien il y a 7 milliards de définitions du bonheur. Rizlan Shraibi? Alors moi, j'irais beaucoup plus vers les petits bonheurs de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la joie au-delà d'un instant de joie, de la joie beaucoup plus soutenue sur un segment de temps, et en accueillant, surtout en acceptant qu'il y ait des fluctuations. Pour moi, c'est faire du surf, et ce n'est pas « ah, c'est bon, j'ai atteint le bonheur, je bouge plus, c'est là qu'on tombe ». Donc c'est vraiment pouvoir être dans la flexibilité, la fluctuation, et accueillir la vie comme elle arrive. Fluctuation, flexibilité, donc accepter les petits hauts et les petits bas. Exactement. Et c'est ce qui fait les petits bonheurs de la vie. Pardon, j'enchaîne juste sur la définition de Karim Kaderi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est très personnel ou... Oui, c'est personnel, mais je peux lui donner une définition. À mon sens, c'est qu'on a une seule vie, donc vivre heureux. Donc, c'est vivre de ce qu'on aime. Pour moi, donc, comme c'est individuel, mais quand même, vivre de ce qu'on aime, c'est pour tout le monde. Moi, j'aime les moutons, vous aimez la musique. C'est l'inverse plutôt. Vous aimez beaucoup la musique. Vous êtes musicien aussi. C'est ça, exact. Donc, vivre de ce qu'on aime, c'est ça ma définition. Vivre de ce qu'on aime, mais est-ce que c'est toujours possible? Là aussi, on va rentrer dans une forme de philosophie. C'est sûr que quand on aime ce qu'on a, on n'a plus besoin de rien. Alors, cela dit, pour rester peut-être aussi concret, c'est que l'ONU a publié son premier rapport mondial sur le bonheur, ça c'était en 2012, donc sa finalité c'était de mesurer le bien-être des individus, donc ils ont mis des indicateurs en fait. Alors, est-ce qu'il existe un critère universel, un seuil à partir duquel je peux dire je suis heureux, je suis dans l'extase, donc je n'attends plus rien? Eh bien, à mon sens, non, parce que le bonheur, c'est véritablement un processus sans fin. C'est-à-dire, parler de critères, c'est vraiment prendre le bonheur c'est-à-dire le prendre en dehors de sa nature, qui est vraiment, c'est un continuum dans la vie. D'ailleurs, la question qu'on se pose faussement, c'est suis-je heureux? Suis-je heureux, ça veut dire qu'il y a ce critère-là, ce point, d'ailleurs que l'ONU a fixé, tandis que la vraie question, c'est comment puis-je être plus heureux que je ne le suis? Donc il y a une conscience, en fait, il y a une prise de conscience de son bonheur. C'est ça que les spécialistes disent. Ils disent il faut être acteur de son bonheur. C'est pas une simple petite phrase.
Oui, c'est toujours intéressant de sortir de l'intraveineuse et d'attendre que ça nous tombe dessus et plutôt être proactif et d'aller chercher son petit bonheur. Et c'est sûr que le bonheur pour une Suédoise, ça ne serait pas le bonheur pour une Africaine. C'est toujours une amélioration, d'après moi, donc c'est un mouvement, c'est un chemin, plutôt qu'un arrêt de bus. Mais pourquoi vous dites que ça ne serait pas la même chose? Dans ce cas-là, vous parlez de moyens de vie ou d'état émotionnel? Alors, le moyen de vie peut avoir une répercussion sur l'état émotionnel et vice-versa. C'est une amélioration constante, une recherche de sens, un sens de pouvoir donner un sens à sa vie. Et pourquoi aujourd'hui, peut-être que vous faites le même constat que moi, pourquoi aujourd'hui on voit énormément de séminaires pour tout ce qui est amélioration de soi, développement personnel, recherche du bonheur, apprendre à être heureux, développer son bonheur? Est-ce qu'on n'est pas capable de le faire soi-même? Pourquoi aujourd'hui il y a un créneau pour lequel il faut payer pour apprendre à devenir heureux, en fait, pour faire court? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de pression aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de pression. Et si avant on se contentait d'un bonheur accessible et qu'on puisse aller le chercher par nous-mêmes, je pense qu'on s'est mis la barre un petit peu haut. Et je vois juste avec nos enfants, tout est relié beaucoup au matériel. Et puis s'ils n'ont pas le truc signé comme le voisin, je suis malheureux, je suis triste, je ne travaille plus, et c'est la chute, donc c'est ça. Pardon, Karim? Oui? Oui, la question était pourquoi il y a tant de gens qui cherchent le bonheur ou là, qui vont s'inscrire dans des séminaires de formation pour apprendre à devenir heureux. Oui, parce que de toute façon, le bonheur, comme beaucoup de choses, ça commence par une décision. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'il fallait déjà décider d'être heureux. Donc le jour où tu décides quelque chose, tu décides de maigrir, tu décides de devenir médecin, tu commences à faire des choses qui vont dans ce sens. Donc, cette prise de conscience, c'est le premier pas. Première chose, c'est prendre conscience qu'on a besoin de changer quelque chose. Après, on décide de faire ce quelque chose. Et troisième truc, c'est faire l'action. Donc, quelles sont ces choses maintenant qui vont me rendre heureux? Donc, il y a deux bacs, à mon sens. Il y a le bac de ce que je dois faire pour être heureux et les choses que je dois éviter pour ne pas être malheureux. Et donc, si tu enlèves ça et tu ajoutes un peu de ça, tu vas être très heureux. Mais ça, on a besoin d'aller en formation pour l'apprendre? Oui, parce que notre société, au Maroc, déjà, on a une tendance à ne pas parler de bonheur. C'est-à-dire, quand vous dites à quelqu'un comment vas-tu, et alhamdoulilah, on ne se plaint pas, je m'accouche, alhamdoulilah, des trucs comme ça, on ne peut pas dire, ouais, je suis... Pardon? Je ne sais pas ce que c'est, mais notre société est comme ça, donc tout le monde dit alhamdoulilah, c'est-à-dire on ne va pas s'éclater, dire ouais c'est top, je m'éclate, c'est le nirvana. On peut pas, c'est pas notre culture. Donc au fur et à mesure du temps, donc c'est devenu peut-être même quelque chose qu'on ne recherche pas, parce que tu ne peux pas aller vers quelque chose si tu ne sais pas que ça existe. Que tu ne peux pas exprimer, en fait. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, si je ne sais pas qu'il y a un but, que c'est possible d'être toujours heureux, je vais pas aller le chercher. C'est vrai. Donc, quand tu vas dans ces coachings, on te réveille et te dit, hey man, tu peux être toujours heureux. Et voilà, c'est vrai. Waouh! Maintenant, je vais essayer de... C'est vrai, pourquoi? Ben, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Réveillez-vous, c'est ça, exactement. Alors, moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai qu'il y a un engouement pour toutes ces nouvelles matières de développement personnel. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, vous voyez la quantité de self-help books, de guides, etc. Et on prend conscience plus en plus que nos grands-parents et nos parents ne se posaient pas autant de questions sur la définition du bonheur, comment y parvenir. Alors, une des premières choses, c'est qu'on vit dans une société qui prône la compétitivité et l'efficacité. Et ne donne absolument plus d'importance au recentrage sur soi. Ça, c'est très important quand même de se le rappeler. Et le bonheur, eh bien, il ne se passe que dans le lien humain qu'on a avec l'autre. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a quelque chose qui passe de toi à moi qu'on ressent le bonheur. Et donc, quand nous sommes dans une société où les gens sont dans l'individualisme, la compétitivité, ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes pour pouvoir laisser exprimer leurs émotions et du coup, avoir cet échange qui est la base du bonheur. Ensuite, il y a cette propagande commerciale, comme a dit Madame Schreibi, de
on nous martèle la tête tous les jours qu'on n'a pas tel produit et que si on a tel produit, on finira par être heureux. Bien, inconsciemment, à force d'écouter ça, on finit par ressentir des insatisfactions. Après, il y a tous ces nouveaux moyens de communication comme Facebook, Instagram, etc., qui fait que le bonheur doit s'afficher et que le bonheur, eh bien, dans une société où on n'est plus capable de se recentrer sur soi, ce ne sont que des apparences. Quand on affiche notre bonheur, on est beau, on est bien fichu, on est entouré, on est compétitif. Donc, on est bien loin de la définition première du bonheur, qui est un goût à la vie, une gourmandise de la vie. Là, on est plus dans une moralisation du bonheur. Être heureux, c'est une obligation, et être malheureux, c'est un peu louche, on le mérite peut-être un peu. Donc voilà, aujourd'hui, en 2017, là, aujourd'hui, on est un peu dans ce contexte-là. C'est une standardisation, effectivement. Absolument. Mais dans ce cas-là, on est véritablement, dans ce contexte-là, dans une recherche de bonheur ou de mieux-être social? Alors, il y a le mieux-être social, mais il ne peut avoir lieu que s'il part d'un socle bien défini. Madame Tahri a parlé du lien, de la relation à l'autre. Et si la relation à soi n'a pas commencé, on ne peut absolument pas aller dans la relation à l'autre. Cette relation à soi, comment on l'identifie? Comment on sait qu'elle est bien, qu'elle est faillible? On le sait quand elle n'est pas bien. Quand il y a un décalage, quand on n'est pas aligné avec soi, quand on est dans une perpétuelle frustration, et justement ne pas tomber dans la frustration matérielle, mais la frustration d'être comblé par des choses simples de la vie, de pouvoir avoir cette propension à s'émerveiller des petits riens, encore une fois, et d'être dans l'acceptation de ce qu'on a et de ce que vous dites aujourd'hui, et qui est complètement logique, semble, peut-être pour les jeunes générations, ou même nos générations et les téléspectateurs qui nous regardent, comme plutôt une forme de philosophie. Alors que, voilà. Tout à fait. C'est le rôle des parents, la responsabilité des parents de revenir à l'essentiel. Il faut que ces parents soient eux-mêmes inscrits dans l'essentiel. Et voilà, et bon, c'est pour ça que peut-être ils vont chercher tout ça dans les développements personnels, les formations, les séminaires. Donc revenir à l'essentiel, c'est votre enfant de 3 ans, quand il croque une pomme, ferme les yeux et sent comme c'est bon. Et la pomme, on la mange en automne. Et la fraise, on la mange plutôt au mois de juin. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout est mélangé. Je veux dire, on a des framboises en décembre. Et alors, revenir à l'essentiel, revenir à notre vraie nature et aux vraies valeurs des choses. Alors, Karim Kaderi, vous êtes formateur en motivation bien-être et puis vous vous intéressez énormément aux neurosciences. Yes. Donc, le bonheur, est-ce que c'est aussi une histoire de chimie? Bien sûr. Récemment, il y a eu une publication sur l'homme qu'ils ont décrété être l'homme le plus heureux du monde, qui est un moine bouddhiste français, en fait. Et c'est juste par le taux de dopamine dans son cerveau, la sérotonine, l'ocytocine et tout ça. Oui, on peut le mesurer. Maintenant, aujourd'hui, avec l'IRMF, on peut voir dans ton cerveau quelle partie s'allume quand tu fais quoi. Donc, oui, ça peut se mesurer aujourd'hui et on peut savoir. Et en fait, sans aller dans le détail, parce que c'est assez complexe, dans un petit court moment, on le ressent. Nous sommes des êtres humains, donc nous avons des sentiments. On sait si on est heureux ou on n'est pas heureux. Donc, comme je le préconise, c'est très simple de créer le bonheur quand comme a dit madame, savoir ce qu'on est et vraiment vivre ce qu'on est, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, je reconnais que ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte du chagrin. Je m'éloigne du chagrin, j'ajoute ça, parce que notre subconscient est comme un sac. Ce que tu mets dedans, tu le retrouves. Tu vois des films je dis comiques, ben, tu sors en t'éclatant. Tu vois des films qui font pleurer, ben, tu sors triste. Donc c'est pas très compliqué. Si tu habites devant un jardin qui est magnifique, il y a des cascades, eh ben, ça te rend la vie magnifique. Si tu habites devant je sais pas, un dépôt d'ordures, eh ben, ça te rend triste. Donc tout ce qu'on met dans notre subconscient se manifeste dans notre joie de vivre. Donc, ajoutons les choses qui nous rendent heureux, enlevons ce qui nous rend tristes. Mais comment on peut... Oui, pardon, Rizlem. Ça, justement, j'aimerais quand même rebondir là-dessus parce que on voit à Calcutta des hommes et des femmes qui habitent au pied d'un dépotoir et qui sont heureux. Il y a une certaine sérénité. Alors, c'est ça l'enjeu. C'est comment arriver à ça. Quand vous savez qu'ils sont heureux, vous les avez vus, vous avez alors, justement, oui, il y a des études qui ont été faites là-dessus et on se rend compte que par un certain recentrage sur soi,
soi, et on sait que là-bas, la méditation de pleine conscience est beaucoup pratiquée, et il suffit de ça finalement pour se nourrir. De ce qui nous revient de droit. Ça revient à cette... Oui, je vous donne la parole tout de suite, Rita, mais je peux comprendre la réaction de Karim dans la mesure où, justement, lui, ce qu'il développait, c'est ce qu'on a en face de nous qui nous renvoie une belle image. Mais en même temps, on peut habiter devant, comme vous disiez, devant un très beau jardin et être malheureux. Et être malheureux Ben aussi. oui. Ce n'est pas automatique, peut-être. Parce qu'il n'y a pas que le facteur ce qu'on veut. Ça, c'est un exemple. Je vous ai dit, vous êtes un sac. Il y a d'autres facteurs dans ce sac. Bien sûr. Donc, vous pouvez habiter devant la plus belle vue du monde, le plus beau panorama, mais avoir d'autres facteurs qui sont négatifs dans votre vie. Et inversement, possible. Clairement. Possible. Alors moi, ce que je voulais rajouter, qui va dans le sens de mes deux confrères, c'est que c'est cette nature de durabilité du bonheur, dont on a parlé dans la définition, qui fait que l'on peut vivre des frustrations, de mauvaises passes dans la vie et rester globalement heureux. Ah, ça, c'est parce qu'il faut vraiment différencier entre le plaisir de regarder un jardin ou de manger une pomme et cet état durable de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas juste une jouissance de la vie, c'est une réjouissance de la vie. C'est vraiment, c'est plus profond et c'est plus durable dans le temps. Donc oui, mais est-ce que c'est possible d'être dans ce bonheur toujours? Est-ce que l'acceptation... Moi, je peux vous le dire tout de suite, je le suis. Je vis, je suis dans l'extase 24 heures sur 24. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Parce que le bonheur, on l'atteint, c'est un cumul de petites choses qui donnent du plaisir, que ce soit la pomme, que ce soit nos enfants, que ce soit... Alors, plus tu mets de bonnes choses... On sait où la pomme nous a envoyés. Oui, exactement. Exactement. Sur Terre. Exactement. Donc, plus on met de bonnes choses. Maintenant, une fois qu'on est formé sur ces choses-là, on sait que nous sommes le fruit de notre conditionnement. Donc, on commence à choisir... Parce que vous avez été formé, vous dites, dans ce cas-là. L'information est tout autour de nous aujourd'hui. Non, formé aux techniques du bonheur, du bien-être. Oui, et non, des neurosciences, tout simplement. Oui, mais absolument. Mais vous êtes également formateur en bien-être, donc vous formez les gens au bien-être. Oui. C'est ça peut-être qui vous donne les outils. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Vous nous dites, je suis dans une forme de sérénité et de nirvana tout le temps. Oui, exactement. Est-ce que c'est possible, humainement? Pour moi, oui, c'est humainement possible si on croit que c'est possible. Parce que, comme a dit John F. Kennedy, on ne savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait. Si on pense que quelque chose est impossible, encore une fois, un autre Américain, Henry Ford, qui te dit, si tu penses que c'est impossible, tu as raison. Si tu penses que c'est possible, tu as raison. Si tu me dis que c'est impossible d'être toujours heureux, tu as raison. Donc moi, je vous dis que c'est possible, je le vis et je suis très, très heureux tout le temps. Alors, on veut juste comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que c'est ce sentiment? Parce que pour les gens, le bonheur total, c'est la plénitude totale, c'est planer constamment, c'est les yeux qui pétillent, c'est le cœur qui bat. Est-ce que c'est physiquement comme ça? Moi, je le sens physiquement. Je vais vous dire, j'ai eu une dispute récemment avec quelqu'un, une dispute, c'est pas moi qui l'avais, c'est quelqu'un qui l'avait envers moi. Et pendant que cette personne s'affolait, moi, j'étais dans l'extase, je sentais que j'étais comme un ballon d'hélium je ressens rien, je suis très heureux. Donc, vraiment parce que j'ai plus de bonnes choses dans ma vie que de mauvaises. Alors justement, Karim Khadiri, est-ce que vous estimez qu'on peut avancer, évoluer, s'entendre avec une personne si on est hermétique à son émotion? Non, je ne comprends pas exactement la question. La question, c'est, par exemple, cette personne, vous dites, avait une dispute avec vous. Elle se disputait avec vous, vous ne vous disputiez pas avec elle. Et en même temps, pour vous, rien ne se passait. Oui, parce que, en fait, quand on travaille sur soi, pour moi, j'appelle toujours ça les abdominaux mentaux. Si j'ai pas les abdominaux, je peux pas faire certains exercices. Si j'ai pas travaillé mon cerveau, je peux pas faire la même chose et être hermétique à ces choses-là. Oui, on peut être heureux parce que, en fait, on développe, je sais pas comment exactement encore, mais on développe des filtres. C'est tout ce qui est négatif, il s'en rentre même pas. Parce que de toute façon, on sait que c'est là. Être heureux, pour moi, ce n'est pas négliger ou oublier qu'il y a du mal. Non, c'est reconnaître le mal et rester loin de ce mal. Donc, c'est plutôt ça. Donc, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est assez subjectif. Parce que, par exemple, moi, à l'inverse, c'est dans l'altruisme et la générosité, l'élan vers l'autre que je peux être heureuse. Donc, après, c'est sûr qu'à un moment, je vais commencer à filtrer les émotions nocives qui peuvent venir vers moi. Mais je reste dans ce lien à l'autre. C'est vraiment important.
Il y a l'étude de Harvard. Oui, c'est-à-dire que le bonheur et égocentrisme ne vont pas de pair. C'est-à-dire que, quelle que soit votre situation personnelle, que vous soyez coach ou thérapeute ou philosophe, eh bien, le bonheur, vous le ressentez par rapport au lien que vous tissez avec l'autre, dans l'entraide, dans l'altruisme, dans les activités communes. L'un ne va pas sans l'autre. Comme tu disais, on ne peut pas être hermétique à l'autre et manger ses petits bonbons dans son petit coin, je suis heureux. Alors, ce qu'on remarque, par exemple, pour les personnes qui font qui participent à ce genre de séminaire, en fait, les gens ressortent avec des outils. Donc, on leur apprend des outils. Et on leur dit, séminaire ou thérapie, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Ces personnes ressortent avec des outils, on leur dit voilà comment les utiliser. Mais il y a une utilisation, on va dire, qui est presque déformée. C'est-à-dire qu'on va venir avoir une discussion avec une personne, on va dire, qui vient de faire une thérapie ou qui vient de sortir d'un séminaire, qui va dire non, non, stop, moi, je suis en train de me protéger. Moi, on m'a dit qu'il fallait que je repousse les ondes négatives et il faut que je me recentre sur moi. Et on a l'impression que c'est une réaction à l'excès aussi. Bon, c'est le danger des recettes, c'est le danger de ressortir avec des fiches techniques de petit 1, petit 2, petit 3 égale bonheur. C'est vrai que moi je suis vraiment contre. Aller dans ce genre de séminaire, écouter, mais après s'approprier les choses, les faire devenir siennes et les repositionner dans son contexte, oui, mais on ne peut pas faire d'emplâtre comme ça, de copier-coller, c'est réducteur vraiment. Voilà, exactement. Ouais, il y a quelque chose dont on a vaguement parlé tout à l'heure, c'est que, et ça va rejoindre ta question, c'est que nos valeurs, les valeurs qui sont intrinsèques à chacun, doivent être en adéquation avec nos actions et avec qui on est. Alors, si tu sors avec ta petite fiche du machin chouette que t'as fait pendant un week-end et que tu colles cet emplâtre sur toi, ça peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fluidité dans la chose, il faut que ça te ressemble, il faut que ça soit toi. Et on voit les gens craquer au bout d'un moment. Mais oui, exactement. Parce qu'il y a aussi cette notion d'autodiscipline. Je dois le faire. Voilà, d'autodiscipline, tandis que ça peut pas. Les autodisciplines, ça me rappelle, d'ailleurs, les 1er janvier, tout le monde prend des résolutions pour l'année. Et on tient à peu près 30 jours, pour les plus courageux, et on craque. Parce que l'autodiscipline, c'est pas si naturel que ça. Ça demande quelque chose de très, de très contraignant. Tandis que quand vous parlez de valeurs, par exemple, vous vous brossez les dents matin et soir parce que votre valeur, c'est l'hygiène. Alors vous le faites sans aucune autodiscipline. Imaginez si le bonheur devient une valeur chez vous et que vous mettez des petits rituels autour. Ben, c'est aussi simple. Mais pourquoi quelque chose d'aussi important pour notre vie n'est pas aussi automatique et simple à mettre en place? Il y a une notion d'auto-sabotage, de est-ce que je mérite, est-ce que je m'autorise avec mes croyances limitantes. Il y a la culpabilité, il y a le regard, il y a les blessures de l'enfance, il y a le regard des autres, il y a est-ce que je peux m'autoriser à être heureux alors que la voisine ne l'est pas. Il y a tout ça qui entre en compte. Je pense qu'on est des humains et avec beaucoup de subtilité. Et c'est vraiment intéressant d'aller tutoyer les subtilités et de ne pas être limité à des réflexes pavloviens, de je me conditionne. Il y a des thérapies, par exemple, pour des personnes pour apprendre à bien manger sainement. Dès qu'elle mange un hamburger, hop, elle se frappe avec un élastique. Ça existe, ça? Oui, ça existe. C'est des sortes de thérapies de conditionnement comme ça. Ça me... Voilà, non. En tant que thérapeute, vous êtes absolument contre. Mais non, mais on n'en est pas là. Vraiment. Alors, on va essayer de déclencher le déclic chez les téléspectateurs. Il y a différentes méthodes. On va voir l'hypnose, la sophrologie aussi. Et on va voir avec vous aussi, Karim El-Qaderi, puisque vous vous intéressez aux neurosciences, comment on peut stimuler notre cerveau, justement. Qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs? Mais stimuler pour faire quoi exactement? Pour devenir plus heureux, pour développer ce bonheur, justement. Bon, ça prend du temps. C'est très difficile à expliquer en un court moment, mais je pense que j'y ai fait allusion il y a quelques fois. C'est que déjà, ça doit commencer par une décision. Oui. Et je vous dis, si vous n'y croyez pas, c'est-à-dire il y a certaines personnes, bon, je parle avec beaucoup de monde, qui ne croient pas que c'est possible. Donc, quand on ne croit pas que c'est possible, on ne peut pas y aller. Si je ne crois pas que je peux devenir médecin, je ne vais pas aller m'inscrire. Donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord se dire? Je me réveille aujourd'hui, 1er janvier 2017. Je me réveille, je me dis, je mérite d'être plus heureuse.
je veux construire mon chemin du bonheur, c'est ça? C'est pas donné encore à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont même pas encore à la prise de ce déclic qui va venir avant la décision. Donc, pour ceux qui sont prêts, ils doivent se dire, c'est vrai, j'ai jamais pensé à être, j'y ai jamais songé. Donc, c'est comme, je dis toujours, on peut pas y arriver si on ne sait pas ce que ce i est exactement. Donc, pour ceux qui ont des trucs, ouais, c'est vrai, pourquoi je peux pas être heureux tout le temps? Je dois faire. Donc, maintenant, quand il y a ce déclic, qu'ils peuvent, en fait, être heureux, on va réaliser que, en fait, quand on parle de stress ou de choses comme ça, ce stress est lié aux choses qu'on fait nous-mêmes. Comme disent les Américains, je suis mon pire ennemi. Personne ne m'a fait autant de mal que moi-même. Donc, quand moi, je vais changer, ben, ma vie va changer. C'est très simple. Parce que ma vie, au-delà de tous les gens qui m'entourent, c'est moi qui l'impacte le plus. C'est moi qui mange, c'est moi qui fais du sport ou pas de sport, qui fume, c'est moi qui suis désagréable avec les gens. Donc, je donne, je reçois de l'animosité. Donc, je vais changer de comportement. Comme je dis, par exemple, un premier déclic, c'est vrai, une fois que j'ai compris ça, comment on peut manipuler, c'est pas un joli mot, mais manipuler le monde, c'est en étant sympathique. Si tu es quelqu'un qui était toi-même, maintenant tu te réveilles, tu te dis, c'est vrai, je veux attirer des énergies positives. Tout simplement, sans être trop philosophe, ben, tu es sympa avec les gens, tu souris. Et ben voilà, ça y est, une fois que tu le fais, quand tu vas faire tes affaires pendant la journée, tu es gentil avec tout le monde, tu as plus de chances d'attirer de la gentillesse. Donc déjà, tu commences à éviter du stress et dans ton travail. Donc, le stress et les choses qui nous font du mal sont généralement faites par nous-mêmes. Eh bien, donc, je vais changer pour changer ma vie. Eh bien, on revient sur comment stimuler ce bonheur, comment aller vers cette recherche, cette quête du bonheur, comment la travailler, la construire. Mais juste après la petite pause, on reste ensemble sur Média TV. Très très bon réveil à toutes et à tous et bonne année à vous. Allez, on reprend notre sujet sur le bonheur. On ne fait pas que philosopher aujourd'hui sur le plateau d'On se dit au contraire. On est là aussi, pas pour des recettes, mais pour un petit guide, on va dire. Essayer de titiller cette curiosité et stimuler ce changement en vous. Très très bonne année 2017 à toutes et à tous. Et on reprend, nous, notre discussion. Je rappelle, Rita Tahri, vous êtes sophrologue, psychothérapeute à Rabat. Rizlan Shraibi, vous êtes hypnothérapeute et psychothérapeute. Et Karim El-Kaderi, vous êtes formateur en motivation, bien-être et vous puisez votre savoir dans les neurosciences à Casablanca. Voilà, je vais y arriver. Donc, on va essayer de comprendre différentes techniques. La sophrologie d'abord, Rita Tahri, justement, qu'est-ce que c'est? Alors, avant de voir comment ça aide à stimuler ce bonheur. Alors, la sophrologie, c'est une discipline des sciences humaines qui va vous faire contacter vos ressources à travers la respiration et les visualisations. C'est grosso modo ça, parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus complexe. La sophrologie, eh bien, elle a un rapport avec le bonheur. Parce que la première des choses, le premier degré en sophrologie, c'est d'apprendre à se recentrer sur soi, à s'écouter, à écouter ses sensations pour pouvoir écouter, comprendre ses émotions et ses sentiments. Ça, c'est une des premières phases. Ensuite, la deuxième, c'est découvrir ses valeurs de vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors pour certains, ça va être le professionnel, d'autres, ça va être la famille, d'autres, ça va être la simplicité. Et quand je découvre ces valeurs de vie, je les priorise. Et quand je les priorise, qu'est-ce que je fais pour respecter ces valeurs-là? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais trop peu? Et vraiment, la sophrologie, c'est quelque chose de très écologique qui va vous aider au fur et à mesure des séances à réguler tout ça de manière très, très naturelle. Mais c'est une psychothérapie, c'est des techniques Alors, ce sont des techniques. C'est très technique, il y a plusieurs degrés. Et chaque degré de sophrologie, vous travaillez sur un système du corps. Okay. Après, un système de l'esprit. Et c'est vraiment, ce qui est important ici aussi en sophrologie, c'est le cheminement de la personne. Non pas les objectifs, on ne travaille pas par objectif en sophrologie. C'est ce cheminement où on apprend à se connaître, à se découvrir et à se transformer. C'est un peu ça la sophrologie. Et comment on l'utilise, comment vous l'utilisez par exemple, et comment on peut l'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser de la sophrologie dans ce chemin vers le bonheur? Alors déjà en sophrologie, la sophrologie vous aide à avoir une hygiène et une philosophie de vie. Déjà par la respiration. On devient conscient de sa respiration, parce que vous savez que tout passe
par cet air, cette vie qui passe en nous, elle régule beaucoup de choses, cette respiration. Mais on respire naturellement. Mais sans conscience. Et c'est là où la sophrologie, la conscience, mettre de la conscience dans chaque geste de la vie. Bon, pas au point de devenir parano et avoir un petit calepin et tout noter, mais être en conscience. Je mobilise telle partie de mon corps parce que je veux avoir de l'énergie. Je mobilise telle autre partie parce que je veux me concentrer, etc. Donc ce sont des exercices qu'un sophrologue formé peut vous transmettre, parce que ce n'est qu'un passant d'outils. Il ne fait pas autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'égal à égal entre le sophrologue et son patient. Et c'est en fait, ça permet à la personne de prendre conscience de son être. Absolument. De se recentrer sur elle-même. Absolument. Et de valoriser la vie en elle. Absolument. Et donc de faire des réglages, c'est complètement ça. Et ensuite faire des réglages, les réglages à faire pour vivre vraiment en harmonie avec nos valeurs, notre environnement et qui on est réellement. Voilà, c'est un réglage. Et en fait, quand peut-être que je raconte n'importe quoi, mais quand on valorise la vie en nous, cette vie qui est en nous à travers cette respiration, c'est remercier le grand créateur. Absolument. Et ça, c'est déjà une grande appréciation de la vie, c'est une grande forme de bonheur. Mais absolument, pour les philosophes, déjà le fait de vivre, c'est le bonheur. Et prendre conscience qu'on est vivant. Là, je me souviens souvent d'un exemple qu'on m'avait donné, de quelqu'un qui sort d'une maladie chronique et qui sort de l'hôpital parce qu'il est rétabli. Et juste de se sentir vivant, de voir l'air faire bouger les feuilles des arbres, le soleil, c'est le bonheur. Ce sont une multitude de petites choses comme ça. Voilà. Rislaine ? D'ailleurs, la gratitude fait partie de rituels pour accéder à ce fameux Graal. Et puis la respiration, ce sont des outils d'auto-guérison vraiment intérieure qu'on a. On n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour développer la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Enfin, on a cet outil de respiration naturelle. Alors moi, juste avant peut-être de parler de l'hypnose, puisque vous avez parlé de toutes ces sérotonines, tout ça, c'est des choses, hormones naturelles du bonheur et du plaisir, qui sont dans le cerveau. Comment, Karim Kadri, on peut les produire encore plus? Comment on peut apporter ce bonheur dans le cerveau à travers des choses qui sont en nous? Comment on peut les simuler? Déjà, il faut reconnaître ce qu'on est et savoir ce qu'on aime. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut savoir ce qu'on aime et en faire plus. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a rire, il y a le sport, il y a écouter de la musique, c'est vraiment top. Ça t'aide à fabriquer justement de la dopamine. Il faut faire des choses que ton cerveau sait déjà qu'elles sont bonnes. C'est ce qu'on appelle le reward system, la récompense, le système de la récompense. Donc c'est la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompense. Donc il faut faire des choses, c'est-à-dire on sait que cette dame a besoin d'aide, je vais l'aider. Mon cerveau avait déjà reconnu que c'était ça. Donc il y a cet effet placebo. Quand je le fais, mon cerveau me récompense et voilà, je me sens bien. Donc quand on fait des choses qu'on sait être bonnes, c'est déjà un moyen. Mais justement, par exemple, on dit souvent écouter de la musique, lire un bon livre, et on se dit, bon, c'est peut-être des recettes toutes faites et c'est standard. Non, écouter de la musique, c'est en effet un libérateur de neurotransmetteurs du bonheur. Et vous allez le sentir instantanément. Je demande aux téléspectateurs de le faire. S'ils ont une mauvaise journée, qu'ils sachent quel genre de musique ils aiment, ils la mettent, ils se déconnectent. En 5 secondes, on sent le rush dans le cerveau. Mais comment ça fonctionne? Parce que quand on écoute de la musique, on ressent des émotions. Et dès qu'il y a libération d'émotions, il y a multiplication de dopamine, sérotonine et voilà, ce qui s'ensuit. Oui. Se faire des câlins. Il y a la journée mondiale du câlin. Eh ben oui, tu vois. Se faire des cadeaux. Par exemple, pour l'ocytocine, c'est quelque chose qui monte. La sérotonine, eh bien, vous savez, les hormones, il y en a qui sont juste le bonheur pour soi, c'est la dopamine et l'endorphine, et il y a le bonheur pour tous. C'est l'ocytocine, la sérotonine, où tout ce qu'on vit, on le vit parce qu'il y a un spectateur. Et le spectateur aussi reçoit les bienfaits de cette sérotonine. Et le fait... Il n'y a pas un danger avec un conditionnement où je fais pour plaire? Alors, la sérotonine, on a les bienfaits de la sérotonine parce qu'il y a un spectateur.
Il y a un acteur et un spectateur. Par exemple, si vous voulez avoir des hormones, les bienfaits des hormones juste quand vous êtes seul, pensez plutôt à la dopamine et à l'endorphine, allez faire du sport, faites des choses que vous réussissez, comme a dit Monsieur Kadri, eh bien c'est la récompense de cette réussite, ça c'est la dopamine. Sinon les autres, c'est pour créer ce lien dont on parlait tout à l'heure, qui est en fin de compte le socle du bonheur, ce tissage de liens. Et par exemple, pour la sérotonine, on peut vivre un événement heureux, toi et moi, et rien que le fait de se le remémorer, eh bien, on a cette diffusion de sérotonine. Et d'ailleurs, la sophrologie a des techniques aussi de réminiscence dans les souvenirs, voilà, de réactivation des souvenirs passés pour avoir ces sensations de joie. Alors, ça a l'air d'être tellement naturel en nous, inné, et pourtant, ça ne prend pas le dessus sur le quotidien. Pourquoi? Justement, parce que si je dois parler d'hypnose, je vais vous dire comment ça fonctionne. On fonctionne avec, là, depuis tout à l'heure, avec 10% de nos capacités, c'est le mental. Et dans le mental, il y a la volonté. Donc, je mets de la volonté, mais ça ne veut pas dire que je vais tenir la route. Il suffit que j'oublie ou qu'il y ait un stress extérieur ou un événement extérieur pour que je change de volonté, justement, que je tombe, je la perde, cette volonté-là. Et justement, l'hypnose va aller travailler sur le 90%, donc c'est tout le subconscient, où se cachent tous les blocages, les nœuds, les croyances limitantes, et ça va bien au-delà de la volonté, justement. Et ça va venir désamorcer toute possibilité d'interférence extérieure pour tenir la route. Et avec une hypnose, on peut accéder par le relâchement, la transe hypnotique, ça s'appelle comme ça, voilà, et on va pouvoir aller dans le subconscient et travailler avec 90% de la matière de l'humain. Mais quand vous dites ça va au-delà de la volonté, c'est-à-dire, mais en même temps vous avez dit si vous faites ça, vous allez déclencher le processus de bonheur. Oui. Alors, est-ce qu'il faut absolument aller passer par ce genre de technique? Alors, il y a des... Hypnose, sophrologie... Non, on n'est pas obligé de passer par ce genre de technique. Par contre, ça aide. On passe par ce genre de technique quand on n'y arrive pas par soi-même, quand naturellement on n'a pas cultivé ça dans la famille, on n'a pas vu faire enfant autour de soi, on n'a pas baigné, voilà, on n'a pas baigné dans un état d'esprit positif et optimiste. On voit des familles très modestes, mais qui sont beaucoup plus heureuses que des familles vraiment avec beaucoup plus de moyens. Donc voilà, encore une fois, ça Rita, vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai oublié ce que je voulais rajouter. Il n'y a pas de souci, je donne la parole à Karim, justement. Elle m'a suggéré l'oubli. Alors, un moyen que je préconise, c'est un truc qui m'est arrivé personnellement, c'est le jour où j'ai eu un déclic, où j'ai commencé à m'aimer. Mais ça peut paraître arrogant, mais c'était pas de l'amour, de l'égoïsme ou de l'ego. Du narcissisme, non, du tout. C'est que j'ai réalisé qu'en fait, j'étais un mec pas mal, je suis gentil, hein, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui a déclenché ça, justement? Je ne sais pas. Vous savez, on ne contrôle pas ni nos pensées, ni nos idées. Mais souvent, c'est un travail en amont qu'on ne ressent pas, qui est déjà en train de se faire, jusqu'au moment où il y a la prise de conscience. C'est le subconscient dont parlait Madame. Tout ce qu'on met dans notre cerveau, on n'est pas... Maintenant, votre cerveau est en train de faire des calculs tout de suite, mais vous n'êtes pas au courant. Alors, vous voulez savoir quel calcul? Je n'étais pas en train de faire un calcul, mais là, vous me prenez... Je vais vous dire honnêtement à quoi je pensais exactement au moment où vous avez dit ça. Vous avez parlé du subconscient et j'étais en train de me dire, j'espère que grâce notamment à cette émission, il y a des choses qui passent dans les subconscients des téléspectateurs et c'est vraiment à ça que je passe. Bravo. Voilà. Mais il y a des choses qui sont dans le subconscient, sous votre conscience, que votre cerveau est en train de faire maintenant, des calculs, des pensées, mais vous n'êtes pas au courant. Un jour... boum, l'idée sort et là vous conduisez, vous avez cette bonne idée. Absolument. Mais ça ne vient pas d'une antenne, c'est venu parce que vous aviez mis les ingrédients à l'intérieur de votre subconscient. Donc une des choses donc quand j'ai compris ça, c'est quand on commence à s'aimer, c'est pas de l'ego, mais c'est vraiment vouloir le bien pour soi. Donc moi je le traduis comme suit. Je dis aux gens, essayez de penser à vous-même comme une tierce. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Ben, je veux tout ce qui est bon. Eh ben, il faut faire la même chose pour vous-même. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Eh ben, je veux pas avoir d'accident. Donc je roule doucement. Quand je me lève, je fais doucement, comme ça je me cogne pas le pied. Quand je vais passer à une émission à la télé, je dois savoir ce que je dis. Je me brosse les cheveux que j'ai, les 3 poils que j'ai, tout ça. Donc je prends soin de Karim Kadiri, mon fils. Je suis une tierce, donc je me vois comme une tierce et je prends soin de moi-même. Et donc là, je veux des bonnes choses pour moi-même et c'est une bonne manière de toujours prendre cette conscience dont ces dames parlent. Il faut être conscient.
Parce que pour être heureux, il faut être conscient de certaines choses. Eh bien, merci pour toute cette prise de conscience aujourd'hui avec vous sur le plateau d'Once Dito. Je rappelle, Karim Kadiri, vous êtes formateur en bien-être et motivation. Rizlan Charibi, vous êtes psychothérapeute, hypnothérapeute. Et Rita Tahri, vous êtes sophrologue, psychothérapeute. Merci beaucoup pour votre mobilisation, pour tous les téléspectateurs d'Once Dito. Moi, je reste avec vous. On va parler des mauvaises utilisations des médicaments. La prévention dans ce sens est également très, très importante. Meilleurs vœux. Merci à tous.